La psychologie humaine rime avec les grands noms comme Sigmund Freud, Ivan Pavlov ou encore Albert Bandura, et j'en passe. Mais il y a un homme qui a réussi à la révolutionner. Son nom et son histoire sont peu connus. Vous vous demandez, mais qui est cette fameuse personne? Nous allons le découvrir ensemble. Mais avant, n'oubliez pas le rituel d'avant vidéo. Like, partage, commentaire et abonnement si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous voulez plus de fun et d'insolites, nous sommes sur Instagram et TikTok aussi. Nous avons suffisamment d'infos pour vous gaver, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ne rongez pas trop votre frein, on s'y plonge. Bon, voilà, cette fameuse personne est Viktor Frankl. Pour les amateurs du ciné, un film de Tony Williams a été inspiré de sa vie. Man's Search for Meaning. C'est le nom du long métrage. Bon bref, trop de blabla. Viktor Frankl est en réalité le créateur de l'une des thérapies psychologiques peu connues et individuelles qui est la logothérapie. Mais c'est quoi ça, la logothérapie? En quoi consiste-t-elle? Je suis sûr que vous vous posez toutes ces questions. Détendez-vous, je vais y répondre. Revenons à Viktor d'abord, avant de parler de son machin thérapie. Beaucoup de personnes ignorent si elles doivent cataloguer Viktor Frankl comme héros, martyr ou penseur. En vérité, il est les trois à la fois. Un héros parce qu'il a affronté avec courage les pires adversités qu'un être humain puisse connaître. Un martyr également, car même s'il a pu échapper à l'horreur, il a décidé de rester pour subir, avec les siens, les coups d'une guerre atroce. Et, enfin, un grand penseur qui a légué à l'humanité tout un pan de la psychologie, la logothérapie. Une psychothérapie centrée sur la recherche du sens dans notre existence, notre raison de vivre. Selon Frankl, sans un but sur Terre, on perd le sens de la vie et la raison de vie avec. Sans eux, tel un phare dans nos vies, on tombe dans la dépression et l'anxiété. L'une de ses passions, en étant ado, était la philosophie, surtout par le courant existentialiste. Même s'il s'intéressait beaucoup à la psychanalyse dès son jeune âge, il finira par s'éloigner de son idole en psychologie qui était le grand Freud. Pour Frankl, les théories de Sigmund étaient trop déterministes. Il choisit donc à suivre de près la psychologie individuelle et aux thèses d'Oswald Schwartz, le fondateur de la médecine psychosomatique. L'ironie dans tout ça, c'est que malgré son hobby, qui consistait à fouiner dans tous les livres de psychologie individuelle, il finira par étudier la médecine à l'université et se spécialisa en neurologie et en psychiatrie. Bon, je vous l'accorde, on peut faire un rapprochement entre ses études et sa passion. Notre grand monsieur sera malheureusement confronté à un grand problème en 1942. Quelques mois avec sa femme Tilly Grosser, il sera déporté dans le camp de concentration de Theresienstadt. Sa femme et ses parents aussi furent déportés avec lui. Ce camp était considéré comme un enfer sur terre, d'où le nom Holocauste. Étant juif autrichien, il n'a pas échappé à la dureté qui émanait d'un nazisme en pleine expansion à son époque. On ne l'envie pas sur ce coup. Étant un dur à cuire, il a réussi à survivre 3 ans dans ce camp de concentration. Il était confronté à la peur, la perte d'identité, la frustration et à des conditions inhumaines qui régnaient à l'Holocauste. Toute cette période de confinement et de travaux forcés poussa Viktor Frankl à réfléchir longuement. Il est l'un de ces êtres humains qui a réussi à se glisser au milieu de l'une des plus grandes misères humaines et qui en est ressorti intact. Malheureusement, son père, sa mère et même sa femme n'ont pas pu tenir le coup et sont passés de la vie à trépas. Quand il put enfin sortir du camp de concentration, Frankl partit à la recherche de sa famille et dut accepter la dure vérité. Il était seul. Il ne reverrait plus jamais toutes les personnes qu'il avait aimées. Il n'avait plus personne puisqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, son grand frère Walter fut arrêté par les nazis et envoyé dans un camp de concentration et sa sœur Stella s'était enfuie au Mexique. Son séjour dans ce camp de concentration ne fut pas infructueux puisqu'il a pu observer tout ce temps le comportement de ses confrères et consoeurs prisonniers. Cette observation lui a permis de confiner un certain nombre d'hypothèses de l'un de ses manuscrits sur l'existentialisme. Donc comme je le disais, en gros, il a pu remarquer qu'une fois les gens ramenés à l'Holocauste, ils passaient par 3 états inéluctablement. D'abord, ils sont choqués à cause de la privation de liberté et le fait de finir totalement enfumé au sens littéral bien sûr, tel un mégot si vous fatiguez par les travaux forcés. Ensuite, les prisonniers sont démotivés, dépourvus de raison de vie et de sens de vie à cause des tortures et des conditions inhumaines que les Allemands endurcissent tous les jours et toujours cette crainte de se faire sacrifier le soir tel un gibier.
Ces deux étapes conduisent enfin à l'ultime étape de la dépersonnalisation. Disons que cette étape était plutôt notifiée chez les survivants de camps de concentration. Donc une fois sorti du goulag allemand, notre cher prof Victor a voulu reconstruire son ancienne vie, mais cette fois-ci sans ses parents ni avec sa Juliette. Il ne perdit pas de temps, donc la première chose qu'il tenta de reconstruire fut un de ses livres qui était encore à l'état de manuscrit et qui lui avait été confisqué quand il était entré dans les camps de travaux forcés. Il y parvint et c'est ainsi que son premier livre, intitulé Psychanalyse et existentialisme, vit le jour. Décidément, il n'est pas du genre à chômer ou à ne rien faire. Courant la même année, 1945 pour ceux qui l'ont oublié, ne vous en faites pas, je ne vous en veux pas. Je peux continuer ? Rappelez-moi où en sommes-nous ? Ah ben voilà, donc courant 1945, Frankl a éprouvé un héros irrépressible. Il sent qu'il avait besoin de papoter un peu, pas comme une discussion entre deux inconnus. Il avait besoin de parler de ce qu'il avait vécu et de ce qu'il avait appris dans les camps de concentration. Donc pendant 9 jours d'affilée, il raconta à haute voix tout ce qui lui passait à l'esprit. 9 jours intenses pour lui et 3 secrétaires qu'il avait engagés pour l'occasion. 9 jours d'émoïs, de larmes et de mots qu'il ne pouvait contenir. C'est ainsi qu'a vu le jour, l'homme en quête de sens. Le plus grand accomplissement et œuvre de Frankl. Pour ceux qui ont la flemme de le lire, je vous fais un bref résumé sur son livre. Mais comment parvient-on à trouver le sens dont parle Frankl ? Pour lui, il y a 3 chemins pour l'atteindre. La création, l'expérience affective transcendantale et l'attitude par rapport à la souffrance. Le premier point correspond aux valeurs de création. Elles ont un lien avec la capacité de faire de l'art, d'écrire, des dons, etc. Le second point s'inscrit dans le champ des valeurs de l'expérience qui sont liées à l'interaction personnelle et au ressenti de ses sensations. Et pour finir, le troisième point fait référence aux valeurs de l'attitude et suppose une capacité à surmonter la souffrance. Je vous recommande de vivement lire ce livre et vous comprendriez mieux. Je crois qu'on est tous d'accord que le message que Viktor Frankl voulait transmettre est que les troubles mentaux ne proviennent pas de la souffrance mais du sens que l'on donne à celle-ci, la souffrance. La chose la plus intéressante dans cette explication est qu'il ne s'agit pas d'une élaboration théorique. Frankl lui-même l'a appliqué sur lui et c'est de cette façon qu'il a réussi à survivre à l'Holocauste. Sa vie fut sans aucun doute une preuve que l'être humain est capable de s'élever au-dessus de n'importe quelle circonstance. Bon voilà qui est Viktor Frankl, l'homme qui a passé l'enfer à l'Holocauste et figure emblématique de la psychologie individuelle. Famille Cultination, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.